Il était connu pour son rire bruyant, ses blagues crues et sa façon unique de parler. Mais peu de gens savent que derrière cette auréole se cache une enfance meurtrie, une jeunesse brisée par la mort de sa mère et un assassinat jamais élucidé. Jean-Marie Bigard, le célèbre comédien français, montait sur scène tous les soirs comme si le monde allait bien, alors qu'à l'intérieur, il était mort depuis longtemps. Jean-Marie est né le 17 mai dans un petit village près de Troyes, dans l'Aube, au sein d'une famille ouvrière pauvre. Son père, boucher, a dû quitter son emploi pour des raisons de santé, tandis que sa mère, ouvrière dans une usine de pièces détachées d'automobiles, subvenait aux besoins de la famille. Quatre enfants dans une petite maison, mangeant à chaque repas, leur vie est une série de calculs pour survivre. Mais au milieu de toutes ces difficultés, le petit Jean-Marie a encore trouvé de brefs rêves de liberté dans la ferme de ses grands-parents, où il y avait du soleil en été, le chant des coqs et, surtout, pas de pauvreté. C'est ton paradis. Mais chaque automne, ce paradis disparaît. Il doit retourner à l'école, l'endroit qu'il déteste tant. L'école pour Bigard est une prison. Règles, contraintes, punitions. Il se sentait étouffé. Il a dit un jour: j'étais un enfant allergique à l'engagement, trop têtu pour suivre qui que ce soit. Pourtant, malgré sa nature non conventionnelle, le garçon n'était en aucun cas inintelligent. Avec un peu d'encouragement, Jean-Marie peut faire rire toute la classe. Mais la vie ne lui a pas donné beaucoup d'occasions de briller. Puis la tragédie a frappé comme un glissement de terrain, sans avertissement. Sa mère, une femme qui a travaillé dur toute sa vie pour son mari et ses enfants, a été atteinte d'un cancer et est décédée alors qu'il avait à peine 20 ans. Jean-Marie s'est effondré, mais la douleur ne s'est pas arrêtée là. Un an plus tard, son père, Marcel, est assassiné dans des circonstances suspectes. Personne n'a compris ce qui s'est passé. Jean-Marie a non seulement perdu son père, mais il a également perdu le dernier soutien de sa vie. J'ai été pris dans un tourbillon sombre, confiait-il un jour. Tout s'est effondré. Je ne savais plus pourquoi je vivais. Ces blessures, aucun médicament ne peut les guérir. Ils l'ont suivi toute sa vie. Non seulement il était perdu, mais il était perdu. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, il entre dans la vie sans aucune orientation claire. Le travail d'ingénieur ne l'intéressait pas. Il a essayé le handball, puis est devenu professeur d'éducation physique, mais il avait toujours le sentiment de ne pas être à sa place nulle part. Errant parmi des rêves sans nom, Jean-Marie ne sait pas qui il est. Et c'est de ce vide que le rire a commencé à se former. Un rire pour combler la douleur, pour faire face aux difficultés de la vie. Il est entré sous les feux de la rampe non pas pour devenir célèbre, mais pour éviter de devenir fou. Paris, des années 1980. La ville lumière, mais pour Jean-Marie Bigard, c'est un labyrinthe froid. Il est arrivé dans la capitale sans rien, portant un vague rêve. Devenir artiste. Pas d'argent, pas de maison, pas de sponsor. Il n'a qu'un seul ami proche, Tex, un scénariste de comédie en difficulté. Il partageait une chambre miteuse, se nourrissait de nouilles instantanées et économisait chaque centime pour aller aux auditions. Bigard espérait attirer l'attention de Philippe Bouvard, le magnat de la télévision de l'époque. Mais tout ce qu'il a obtenu, c'est un rôle supplémentaire dans une publicité pour le fromage Bourseau. Déception après déception, il a été rejeté d'innombrables fois. Mais étrangement, il n'a pas abandonné. Puis un jour, Bigard est invité à se produire sur une petite scène appelée Point-Virgule, un lieu de rassemblement pour jeunes visages inconnus. Pas de public, personne ne riait, mais il restait là, chaque nuit, jusqu'au jour où l'auditorium s'est soudainement retrouvé bondé. Et puis, les rires ont éclaté. Un moment fatidique, une âme perdue trouve enfin la scène de sa vie. De là, il apparaît à la télévision. L'émission La Classe, en 1987, fait connaître le nom de Bigard. Il a écrit plus de 100 sketchs comiques, collaborant avec des noms tels que Laurent Baffy et le groupe Les Nuls. Mais ce qui fait la marque Bigard, ce n'est pas la technique ou la forme, c'est la crudité, la franchise et parfois le choc. En 1949, il présente sa première exposition personnelle. Vous avez dit Bigard? Le spectacle a été un énorme succès, ouvrant une nouvelle ère pour le stand-up comedy en France. Il est devenu un phénomène. Mais à partir de là, le halo apporte aussi l'ombre de la controverse. Le style comique de Bigard tourne autour de sujets du quotidien. Le sexe, les toilettes, les relations hommes-femmes, la souffrance familiale.
Pour lui, rien n'est tabou. Je n'agis pas pour plaire aux gens. Je dis des choses que je trouve drôles, a-t-il déclaré un jour. Mais cela a fait de lui une cible de critiques. Certains le qualifient de inculte et de vulgaire. Certains le saluent comme un libérateur de la vérité nue dans une société pieuse. Les vrais problèmes ont commencé lorsque Bigard ne plaisantait pas seulement. Il disait la vérité, d'une manière très dangereuse. Dans une interview, il a exprimé des doutes sur la véracité des attentats terroristes du 11 septembre, les qualifiant de fabrication. La France entière était stupéfaite. Puis, pendant la pandémie de COVID-19, il a continué à exprimer ses opinions anti-vaccination, provoquant l'indignation du public. En 2021, il a été licencié de l'émission de radio populaire Les Grosses Têtes pour avoir tenu des propos politiques. Des gens qui étaient autrefois des amis proches, comme Laurent Ruquier, lui ont tourné le dos. Même l'acteur François Cluzet l'a qualifié de roi de l'impolitesse à la télévision. « Je ne veux blesser personne », répondit Bigard, « mais je ne peux pas non plus prétendre être quelqu'un d'autre. » Au milieu de toute la controverse, il a continué à agir. Chaque soir, debout sur scène, il fait rire des centaines de personnes. Mais à l'intérieur, il se sentait vide. La réputation est là, mais la confiance est brisée. Collègues aliénés, diffamation médiatique. Le public est divisé. Il a dit un jour, « Le plus triste n'est pas d'être critiqué, mais de se sentir abandonné par ceux qui vous ont aimé. » Mais la tragédie de Jean-Marie Bigard ne s'arrête pas là. Succès, célébrité, argent. Tout semblait être entre les mains de Jean-Marie Bigard. Mais il y avait une chose qu'il ne pouvait jamais garder longtemps, la paix. Si le public se souvient encore de lui comme de l'homme qui faisait rire toute la France, sa vie privée était une succession de journées tranquilles, rongées par la perte et la douleur, tant physique que mentale. Son premier mariage avec Claudia, une danseuse brésilienne, s'est rapidement effondré. Bien qu'ils aient un fils ensemble, Sacha, après le divorce, le garçon vit avec sa mère au Brésil. Jean-Marie n'a pas été autorisé à être avec son enfant. Et cela, plus que les critiques, plus que les scandales, l'a profondément blessé. Chaque fois que je pense à Sacha, j'ai l'impression que mon cœur se serre, confie-t-il, la gorge serrée. En 2011, il se remarie avec l'actrice Lola Marois, sa partenaire dans la pièce Clérambar. Ils ont 2 jumeaux ensemble, Jules et Bella. Mais la joie fut bientôt éclipsée par l'anxiété. Les 2 bébés étaient nés prématurément, faibles, et devaient lutter chaque jour pour leur vie. Dans le livre « À demain, mes amours », Lola raconte ses journées à l'hôpital où le couple se relayait assis près de la cage de verre, priant toutes les heures. Jean-Marie ne pouvait cacher ses émotions. « J'essaie d'être forte, mais il y a des moments où j'ai juste envie de m'effondrer et de pleurer. » Puis lui-même, l'artiste vétéran qui était sur scène depuis des décennies, s'est progressivement effondré à cause de la maladie. Le diabète l'a forcé à renoncer à l'alcool, quelque chose qu'il considérait autrefois comme un petit plaisir. Ne s'arrêtant pas là, il subit un accident vasculaire cérébral, puis une polyarthrite rhumatoïde, lui causant des douleurs à chaque fois qu'il montait sur scène. En avril 2025, Jean-Marie est hospitalisé après une grave chute. 2 spectacles ont été annulés et le public était inquiet, mais ses proches ont compris que ce n'était pas la première fois qu'il s'effondrait. Juste la première fois que cela était aussi clairement visible. Dans une rare conversation avec Jordan Deluxe, aujourd'hui septuagénaire, il a admis pour la première fois « Je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de vivre dans la douleur prolongée. » Et ce qui l'attristait le plus, ce n'était pas la maladie. Pas au chômage. Pas ceux qui ont tourné le dos. C'est le sentiment d'être incompris. Une vie consacrée au rire, mais au final, beaucoup de gens ne se souviennent de lui que comme d'un clown grossier, d'un choquant à l'esprit rebelle. Il a dit « Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'une personne qui a apporté de la joie. Mais parfois, j'ai l'impression d'être la risée de tous. » La vieillesse arrive plus vite quand la joie disparaît. Les séances de jogging qui l'aidaient autrefois à se détendre ne sont plus qu'un souvenir. Des amis proches comme Pierre Palmade, Laurent Baffy, s'éloignent eux aussi peu à peu. Non pas à cause de la haine, mais à cause des énormes différences d'idéologie et de mode de vie. Je pensais que les amitiés dans le monde de l'art étaient éternelles. Mais j'avais tort. Au milieu des projecteurs, il y a un homme qui vieillit, douloureusement et silencieusement. Il y avait des nuits où il faisait encore rire tout le théâtre, mais une fois le rideau baissé, il retournait seul dans la salle obscure. Et c'est peut-être là la plus grande tragédie de Jean-Marie Bigard.
Un artiste vit pour rendre les autres heureux, mais personne ne sait comment le rendre heureux.